Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un dossier assez complexe. Pour le moins épineux, oui. Le dossier de Jack Lang et des nombreuses controverses qui l'entourent. Pour cette analyse, on va s'appuyer sur une source unique, la transcription d'une émission de la chaîne YouTube Toxin. Une émission qui réunissait plusieurs intervenants, dont une journaliste d'investigation qui a beaucoup travaillé sur ces sujets. Exactement. Et notre objectif, c'est vraiment de décortiquer ce qui s'y dit, de comprendre les accusations d'un côté, les lignes de défense de l'autre, pour essayer de se faire une idée un peu plus claire. C'est un dossier tentaculaire, en fait. Ça s'étend sur des décennies. On va parler de choses très récentes, comme l'affaire Epstein, mais aussi de très vieilles histoires. Qui date des années 80, c'est ça? Oui. Et ce qui est intéressant dans la source, c'est de voir comment les participants essayent de trouver des schémas, des constantes dans la manière dont Jack Lang traverse toutes ces tempêtes. Et justement, la tempête la plus récente, c'est l'affaire Epstein. La source le dit bien, Jack Lang a fait une vraie tournée médiatique. Sur RTL, sur BFM. Partout, pour se défendre. Et il martèle cette phrase, « Il se sent blanc comme neige ». C'est un peu le point de départ de tout ça. C'est ça. Et sa défense est très précise. Il raconte avoir rencontré Jeffrey Epstein une seule fois. Une seule. En 2010. En 2010, via son ami Woody Allen. Il insiste vraiment là-dessus. Sauf que, et c'est ce que les intervenants de la source relèvent tout de suite, il y a un gros problème avec cette date. Ah oui, lequel? En 2010, Jeffrey Epstein, ce n'est plus juste un riche philanthrope. Non, c'est clair. Il a déjà été condamné en 2008 aux États-Unis pour avoir eu recours à des prostituées mineures. Sa réputation est déjà... Sulfureuse. Et quand on lui dit ça, que répond-il? Il ne savait pas. Tout simplement. Il utilise même cette expression, je cite, « J'étais un pauvre naïf ». Un pauvre naïf. Venant d'un homme politique de cette envergure, l'argument de la naïveté est... Audacieux. C'est le mot. Surtout que l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a ce mail, Ah, le fameux mail. le mail Petit Prince, que Epstein lui aurait envoyé. Et là, les questions dedans sont... comment dire? Troublante, c'est un euphémisme. C'est peut-être le point le plus dérangeant de l'affaire récente. Le mail demande, et là je cite de mémoire ce que rapporte la source, quelque chose comme L'enfant doit-il être initié à la religion, aux nouvelles sexualités ?» C'est déjà bizarre. Attendez, ce n'est pas fini. Doit-il être testé et à quelle fréquence? Venant d'un homme condamné pour crime sexuel sur mineur, ces questions sont glaçantes. Et face à ça, sa réaction, là, il ne peut pas dire qu'il était naïf. Il a reçu ce mail. Eh bien si, c'est un déni total. La source rapporte sa réponse, c'est « Je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne connais même pas ce mail ». Il nie tout, En bloc. en bloc. Et c'est là que les intervenants de la source commencent à analyser sa communication. Le déni, la déviation, l'ignorance, feinte ou réelle. D'ailleurs, il relève un détail de langage. Lequel? Il ne dit pas « je suis blanc comme neige ». Il dit « je me sens blanc comme neige ». Ah, c'est subtil. C'est très subtil. C'est un ressenti, par un fait. Pour les analystes de la source, c'est très très révélateur. Et ce qui est intéressant, c'est que la journaliste d'investigation dans l'émission, Laurence Benaïm, elle explique que cette tendance à soutenir des personnalités, disons, compliquées, C'est une constante chez lui. ce n'est pas nouveau. Loin de là. C'est un des axes majeurs de la discussion. On a l'impression d'une sorte de fidélité en amitié qui passe avant tout le reste. La liste qu'il dresse est assez vertigineuse. On peut en citer quelques-uns. Bien sûr. Il y a eu son soutien à Robert De Niro et au producteur Alain Sard, Impliqué dans une affaire de proxénétisme international, et qui incluait des mineurs, oui. Ensuite, plus récemment, son soutien à Olivier Duhamel dans l'affaire d'inceste. Il y a aussi son soutien historique à Gabriel Matzneff. dont toute l'œuvre est une apologie de la pédocriminalité. Exactement. Il a aussi défendu Frédéric Mitterrand pour son livre sur le tourisme sexuel. Et bien sûr, Woody Allen, accusé par sa fille adoptive. Et qui est celui qui, soi-disant, lui a présenté Epstein. La boucle est bouclée. Voilà. Alors comment est-ce qu'on interprète ça? C'est ce que les intervenants se demandent. D'un côté, on pourrait voir une loyauté, presque chevaleresque. Mais de l'autre, ça fait beaucoup, non? Ça fait beaucoup de mauvaise fréquentation pour un seul homme. C'est exactement le dilemme qui est posé dans la discussion. Soit c'est un ami d'une loyauté absolue. Soit. Soit c'est, et c'est l'autre hypothèse, une forme de cécité, de naïveté et de bêtise. Et ce qui est fou, c'est que ce sont ses propres mots.
Comment ça? C'est les mots que Lang a lui-même utilisés dans les années 70 après avoir signé des pétitions pro-pédocriminalité. Il avait plaidé la bêtise. Donc il recycle sa propre défense, en quelque sorte. C'est ce que la source suggère, oui. Cette défense de la bêtise est une constante depuis 50 ans. Et face à chaque nouvelle affaire, il la ressort. Du coup, pour les commentateurs, la répétition de ce schéma, ça interroge. Et cette répétition, elle ne s'arrête pas à ses amitiés. L'émission Toxin remonte à des affaires bien plus anciennes et encore plus sombres. Oui, On part de l'affaire du Coral. l'affaire du Coral, un des grands scandales des années 80, un centre pour enfants en difficulté avec des soupçons d'abus sexuels à très grande échelle, et la mort d'un enfant. Retrouvé sodomisé. C'est une affaire sordide. Et le nom de Langbroek apparaît dans le dossier. Il apparaît, oui. Et la journaliste, dans l'émission, raconte une anecdote. Bien des années plus tard, elle a interviewé le juge d'instruction de l'époque, un certain monsieur Salzman. Et alors? Ce juge lui aurait fait une confidence assez paisible. Il lui aurait dit avoir subi des pressions considérables et que cette affaire, pour lui, c'était une plaie ouverte. Un échec. Des pressions pour étouffer l'affaire, c'est le sous-entendu. C'est clairement le sous-entendu. Et pour renforcer cette idée d'une forme d'impunité, il y a un détail rapporté dans la source qui est sidérant. Je vous écoute. Le directeur du centre du Coral, il a été condamné, il a fait de la prison. Oui. Eh bien, à peine 2 ans après sa sortie, il a été réintégré à la tête du même centre. Pardon? La source dit bien qu'il a été réintégré au même poste après une condamnation liée à ce qui s'est passé dans ce centre. C'est ce qui est rapporté. Ça paraît incroyable, mais c'est dit. Pour les intervenants, c'est un exemple presque caricatural du sentiment d'impunité qui pouvait exister. Et ce sentiment, il semble qu'on le retrouve dans une autre affaire encore, si possible plus étrange, l'affaire de la table de verre. Là, on entre dans un territoire très, très trouble. Et la source est prudente, on est bien d'accord, on parle d'une rumeur. Absolument. C'est souligné plusieurs fois, ce ne sont pas des faits établis, Hmm. mais la rumeur aurait une origine précise, Hmm. une note des renseignements généraux. Les RG. D'accord. Cette note parlerait d'une écoute téléphonique, visant le couple Lang. Mais qu'est-ce qu'elle dirait, cette écoute? Alors, selon la retranscription présumée, Hmm. Monique Lang, donc l'épouse de Jack, aurait demandé à faire installer une table en verre, une table spéciale. La raison, toujours selon cette note, aurait été de permettre au couple de se mettre en dessous, pendant que des enfants seraient abusés sur la table. C'est monstrueux. C'est monstrueux, et il faut le répéter, c'est une rumeur qui n'est pas prouvée. Mais pourquoi ça n'a jamais été prouvé ou infirmé? Pour une raison très simple. Les enregistrements des écoutes auraient disparu du dossier. Disparu. C'est devenu invérifiable. Et la source ajoute un autre élément de contexte qui nourrit la suspicion. C'est-à-dire? Le gendarme des RG qui aurait retranscrit ces écoutes, il aurait été muté au Mali pour plusieurs années, juste après avoir rendu son rapport. Une mutation qui ressemble quand même beaucoup à un éloignement. Une mise au placard. C'est l'interprétation qui en est faite. La disparition des preuves, la mutation du témoin, ça crée un halo de suspicion qui est extrêmement lourd. Et au milieu de tout ça, il y a des gens qui l'ont accusé publiquement, très directement. La source cite l'ancien député Roger Olindre. Oui, Roger Olindre, une figure de l'extrême droite. Il a accusé Jack Lang à la télévision d'être lié à l'affaire du Coral, à la mort de l'enfant, et il l'a fait de manière très frontale, En le défiant. en le défiant de le poursuivre en justice pour diffamation. Et Jack Lang a porté plainte. Non. Et c'est là qu'un avocat sur le plateau apporte une analyse intéressante. Il explique qu'un procès en diffamation, c'est une arme à double tranchant. C'est-à-dire? Si vous portez plainte, vous donnez à l'accusé une tribune pour se défendre. Et pour se défendre, il peut essayer de prouver que ce qu'il a dit est vrai. Donc il peut demander à citer des témoins, à verser des pièces au dossier. Mais le procès devient un grand déballage public. Voilà. Ne pas porter plainte, ça peut être une stratégie pour éviter un procès encore plus dommageable. C'est une façon de contenir l'incendie. Bon, on a parlé des affaires de mœurs. Mais il y a un autre volet important dans la source, le volet financier. Et là, c'est sa fille, Caroline Lang, qui est en première ligne. Oui, on change de registre, mais on retrouve un personnage central, Jeffrey Epstein. Il est question d'une société offshore, Créée en 2014. nommée Britann LLC, immatriculée dans les îles Vierges britanniques, un paradis fiscal notoire. Et le but de cette société, c'était quoi? Officiellement, c'était de soutenir de jeunes artistes français.
Mais le point crucial, c'est que le financement de cette structure venait entièrement de Jeffrey Epstein. Et Caroline Lang était la directrice. Comment elle justifie ça? Son explication est assez désarmante. Elle affirme que la société n'a jamais vraiment fonctionné, qu'il n'y avait, je cite, même pas 1 euro sur son compte. Et donc? Et donc, elle n'aurait pas jugé utile de la déclarer au fisc. Une justification qui, d'après les intervenants, est pour le moins légère. Surtout qu'il y a une contradiction qui paraît énorme. Elle décrit Epstein comme une vague connaissance, vue 4 fois par an. Mais son nom, à elle, apparaît en très bonne place sur le testament d'Epstein. C'est la bombe de cette partie de l'affaire. Le testament est signé 2 jours avant sa mort. Et Caroline Lang y est désignée comme exécutrice testamentaire de substitution. Et surtout, Et comme bénéficiaire potentielle d'un montant de 5 millions de dollars. 5 millions de dollars pour une simple connaissance? C'est difficile à croire. Sa défense, c'est de dire qu'elle est tombée des nues, qu'elle a appris ça par un journaliste bien après les faits. Elle affirme n'en avoir jamais entendu parler et qu'elle refuserait l'argent. D'accord. Mais les commentateurs relèvent aussi un lapsus qu'elle aurait fait. En parlant du but de sa fondation, elle aurait dit « pendant ». Nous acquérions des jeunes artistes. Des jeunes artistes. Elle se serait repris tout de suite pour dire « les œuvres de jeunes artistes ». Mais dans le contexte Epstein, ce lapsus a une résonance particulièrement sinistre. On a donc un faisceau d'éléments sur des décennies, touchant à la morale, à la justice, à la finance. Et à ce stade, les intervenants semblent dépasser le cas Lang pour analyser quelque chose de plus large. Exactement. La discussion bascule sur l'idée d'un système, d'une hyperclasse qui se protège. Ce n'est plus le procès d'un homme, mais celui d'un milieu. Et ils ont plusieurs arguments pour ça. Comme quoi, par exemple? D'abord, ce qu'ils appellent une justice à géométrie variable. L'exemple des costumes de Jack Lang. Le parquet national financier n'aurait pas ouvert d'enquête. Contrairement à l'affaire Fillon. Voilà. Ça crée un sentiment de 2 poids 2 mesures. Il y a aussi une dimension plus culturelle qui est évoquée. Oui, la culture de la non-démission. C'est présenté comme très français. Ailleurs, un ministre mis en cause démissionne le temps de se défendre. En France, c'est rarissime. L'un des intervenants note que la seule démission marquante sous Macron, c'est celle de Griveaux. Alors qu'il était la victime. Exactement. C'est perçu comme une inversion des valeurs. Et le rôle de l'État lui-même est mis en cause, notamment via les RG. Tout à fait. On revient sur cette note des RG de 1996 sur Lang. Mais ce que la source souligne, c'est qu'en 2008, les RG ont été réformés. Et une des nouvelles directives, c'était l'interdiction d'enquêter sur les rumeurs visant les personnalités publiques. Ce qui est une façon de neutraliser un contre-pouvoir. C'est comme ça que c'est interprété, assurer la tranquillité de l'élite. Et tout ça même au symbole ultime de cette protection, selon eux, le maintien en poste de Jack Lang. C'est le point final de leur démonstration. Jack Lang, 84 ans, après toutes ces affaires, vient d'être renouvelé par Emmanuel Macron à la tête de l'Institut du monde arabe. Pour les intervenants, c'est la preuve qu'on est dans un petit monde, un entre-soi où les membres se protègent et se maintiennent en place, quoi qu'il arrive. Si on essaie de synthétiser alors, d'un côté, on a une accumulation d'accusations sur 40 ans. Allant de la complaisance amicale jusqu'aux soupçons les plus graves. Et de l'autre, une seule et même défense qui ne change jamais. La naïveté, l'ignorance, la malchance, la bêtise. C'est ça. Et ce que les analystes de la source mettent en avant, ce n'est pas tant chaque affaire prise isolément, mais le schéma, la répétition. Une fois, on peut être naïf, 2 fois, on peut manquer de chance. Mais quand on accumule les mauvaises fréquentations de Matzneff à Epstein sur toute une carrière... Et la crédibilité de cette défense s'effrite. C'est leur conclusion. C'est ce qui est dit, oui. Et ça nous laisse avec la question de fond que posent les intervenants. Une question qu'on peut laisser en suspens. Tout à fait. À partir de quel moment est-ce qu'un schéma à répéter de malchance cesse d'être une coïncidence pour devenir autre chose? Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça nous dit sur nos systèmes de pouvoir politiques, judiciaires, médiatiques, qui permettent à des personnalités avec autant de zones d'ombre de non seulement survivre, mais de prospérer et de rester au sommet de l'influence pendant si longtemps?